Bonjour à tous. Aujourd'hui, le film que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle SOS Fantôme. Alors SOS Fantôme, c'est un peu comme si les féministes tentaient de se réapproprier la pop culture, non pas en créant leur propre icône, mais en se vautrant sans complexe dans les pires clichés masculins, sans chercher une seule seconde à élever le niveau. En fait, c'est exactement ça, SOS Fantôme, un rip-off du film d'origine affublé d'une portée féminine et progressive qui vire à la pure misandrie en émasculant carrément son spectateur masculin lors de son climax. Mais ne vous y trompez pas, si SOS Fantôme est un mauvais film, ce n'est pas à cause de sa position féministe, mais parce que c'est un mauvais film. Un film culte est un film sorti en marge des carcans de l'époque et supporté par une communauté de fans au fil du temps. On peut notamment mentionner ses projections du Rocky Horror Picture Show qui perdurent encore de nos jours, où des coutumes se sont instaurées, comme le fait de se déguiser comme les personnages, sortir son parapluie quand il pleut dans le film, et balancer des confettis lors de la scène de mariage au début. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous parlerons d'un film culte. Un film qui me tient très à cœur depuis mes multiples visionnages, lors de ma tendre jeunesse de padawan du cinéma. Et ce film, c'est Dark City. At 10 p.m., watch the brand new episode of your favorite, The Puncher. It's good to have you on board, buddy. The Puncher, a man who has these own rules. You're so gorgeous, baby. These words, those fists. The Puncher, tonight at 10 p.m. On a donc ici une interprétation du mythe, mais un peu sans dessus-dessous. Les différents éléments qui composent la légende de Prométhée sont mélangés et réinterprétés. Ici, ce n'est pas Zeus qui punit Prométhée, c'est Weasley qui punit GLaDOS après avoir pris le contrôle du centre. Et Weasley devient Dieu, en quelque sorte. C'est qui le boss? Eh ben c'est moi. Il punit donc GLaDOS en la connectant à une patate pour seule source d'énergie, et en la balançant avec Shell dans un puits de plusieurs kilomètres de profondeur. Alors, ça va à la forme? Moi, je suis une patate. Au bout de la chute, Shell voit GLaDOS se faire emporter par un corbeau, avant de la retrouver un peu plus loin en train de se faire boulotter par le dit animal, en appelant à l'aide. Pourriez-vous tuer cet oiseau? Tout comme Prométhée et son rocher, vous l'aurez compris. Le film dont nous parlons, c'est Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard en VO. Pardon si je m'étends un peu là-dessus, mais parler de Gloria sans s'attarder sur ce film précis serait un pur péché de ma part. C'est l'histoire d'un jeune scénariste fauché qui se réfugie par hasard dans la villa d'une ancienne star du cinéma muet oubliée de tous, Norma Desmond. Elle continue à vivre comme une diva, persuadée que sa chance va revenir et qu'elle est toujours au top de sa gloire. Le héros, qui voulait profiter de la situation à la base, va de plus en plus perdre pied et se faire vampiriser par elle. Hollywood qui raconte ses propres dossiers noirs, déjà le concept me plaît à la base. Los Angeles 2013 possède une place particulière dans la filmographie de John Carpenter, et aujourd'hui encore, il continue à diviser les fans du cinéaste. Tout d'abord, on lui a reproché d'être un remake plutôt qu'une suite. En fait, que ce soit la mission de Snake, le déroulement du scénario ou encore les personnages, tous sont un décalque de New York 97. Ainsi, Cuervo Jones prend la place du Duke, Malloy de Bob Hawke, Eddie celle de Cabby, Hershey celle de Brain, etc. Concernant les péripéties, la séquence de basket remplace le combat dans l'arène, le disque mémoire prend la place de la cassette, le Plutoxin 7 celle des implants explosifs, et le sous-marin est l'équivalent du planeur. Les gens limitent souvent Ken Russell à Tommy de The Who, ou alors à un réalisateur racoleur ne reculant devant rien pour choquer. Ce que je trouve extrêmement réducteur parce que si effectivement le scandale est souvent au rendez-vous dans ses films et dans l'intégralité de son œuvre, c'est pour moi plus une conséquence et pas réellement une volonté initiale. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire un petit tour d'horizon des films qui m'ont particulièrement marqué et un petit peu de l'ensemble de son œuvre. Alors forcément, en parlant de scandale et de Ken Russell, difficile de ne pas commencer par une de ses œuvres majeures, qui est le film The Devils. Voilà. Et ben voilà, on parle de musique justement et on passe à Score to Death. C'est moi qui commence. Vas-y.
Ah ouais, c'est... Bah, ça creuse dans... Alors, la dernière maison sur la gauche nous raconte l'histoire de 2 filles enlevées par une bande de psychopathes qui vont leur faire subir les pires tortures physiques et surtout psychologiques. Par la suite, ces psychopathes vont tomber entre les mains de la famille d'une des 2 filles. Et croyez-moi, ils vont en chier. Alors là, clairement, si vous aimez le glauque et le psychologique, vous allez être servi. J'ai pas revu ce film dernièrement, mais à l'époque où je l'avais découvert, ça m'avait vraiment traumatisé, bordel. Même si À toute épreuve n'est pas le film le plus touchant du réalisateur, on retrouve cette candeur propre à sa personnalité. Mais je vois bien que vous êtes difficile à émouvoir, alors parlons du style John Woo. À toute épreuve va lui permettre d'expérimenter une mise en scène plus précise, dans un style plus occidental et avec de vrais tours de force. Les premières inspirations de Woo viennent évidemment de types comme Sergio Leone ou Sam Peckinpah. Mais il y a une référence qui l'adule par-dessus tout, c'est la comédie musicale. Are you somewhere feeling lonely or someone's loving you? Thank you. En passant en revue l'œuvre de Marker et le contexte dans lequel elle s'inscrit, nous allons aborder l'un de ses plus grands films, La Jetée, puis L'Armée des 12 singes, son remake réalisé 30 ans plus tard par Terry Gilliam. Chris Marker, Christian Bouche-Villeneuve de son vrai nom, aura été l'une des figures majeures bien que peu connues du cinéma de la seconde moitié du XXe siècle. Il naît le 29 juillet 1921 et passe une bonne partie de son enfance à Neuilly-sur-Seine. Acquérant très vite une conscience sociale et voulant s'impliquer au sein du collectif, il devient en 1937 éditeur du journal des étudiants de son lycée, Trait d'Union, et utilise pour l'occasion un pseudonyme, Marc Dornier, le premier d'une longue série. Pour graduellement rendre le personnage de Donovan de plus en plus vieux et décomposé, un moule de la tête de l'acteur Julian Glover fut réalisé, permettant de tirer des doubles en latex. 3 têtes différentes en furent tirées, chacune représentant un état de décrépitude pire que le précédent, qui allait être filmé indépendamment sur fond bleu, mais avec les mêmes exacts mouvements pilotés par ordinateur, dans le but de permettre des transitions les plus naturelles possibles. Pour accentuer l'effet, chaque tête possédait en plus ses propres attributs mécanisés. La première creusait joues et tempes tout en aspirant le nez, la seconde rentrait les yeux et le reste du nez dans le crâne, tandis que la troisième avait été recouverte de morceaux de plastique rétrécissant sous l'effet de la chaleur. Car oui, la toute dernière décrépitude n'a pas été réalisée à l'aide d'un morph, mais plutôt à l'ancienne, à l'aide d'un souffleur à air chaud et d'une capture vidéo faite en accéléré. Chaque film présente une structure quasi identique. Freddy trouve d'abord un moyen pour réapparaître, il tue ensuite des adolescents, mais une héroïne se révèle et finit par le faire retourner d'où il vient. Au cours des films, on va découvrir peu à peu plusieurs arcs narratifs. Celui sur Freddy en tant que monstre, celui sur le passé de Fred Krueger quand il était humain, et enfin l'arc sur son origine mythologique, celui des démons du rêve. Et ce sont précisément ces arcs narratifs parfois obscurs qui nous intéressent et qui vont constituer la mythologie krugerienne. Freddy, comme tout monstre de légende, possède un look identifiable qui lui est propre. Un pull rouge et vert, abîmé et sale, un chapeau marron sans forme et une peau brûlée au dernier degré. Nous sommes à Londres un soir de février 1980 dans les studios de Sony Music. Le groupe vient de finir l'enregistrement de l'objet de la controverse, mais il manque un petit détail. À la fin de la chanson, il manque les chœurs. Ceux qui font... Naturellement, nos compères auraient sélectionné des gens parmi les employés du studio, s'il n'était pas déjà 21h passées. Ils auraient très bien pu attendre le lendemain, ou le surlendemain. Mais non, ils ont choisi de faire chanter ces chœurs par les personnes qui étaient encore présentes dans les studios. Jean-Jacques Gozlan et Alain Lévy. Ils n'étaient autres que les PDG de l'entreprise. Ainsi, bon nombre de révoltés ont scandé un anticapitalisme chanté par les PDG d'une multinationale. Et ça, c'est caca. Fin.